La plus grande tristesse de la vie de Marie-Sophie Lacaro, comme elle l'a rarement confié lors d'entretiens approfondis, fut la rupture familiale à l'adolescence. Née dans une famille bourgeoise de Villefranche de Rouergue, où son père était délégué médical, souvent en déplacement professionnel, et sa mère commerçante active, Marie-Sophie grandit dans un foyer chaleureux au bord de l'Aveyron. Les après-midi d'été à Perpignan, où la famille s'installa après sa naissance, lui rappelaient avec tendresse les repas familiaux, rythmés par les rires et les histoires de son pays Nata du Sud. Mais c'est vers l'âge de 12 ans, ses parents décidèrent de divorcer. Une décision qui laissa un profond vide dans son cœur d'enfant. Cette rupture fut non seulement une séparation physique, mais aussi émotionnelle, car elle vit sa mère, la femme forte et toujours souriante derrière le comptoir, sombrer dans de longues nuits de solitude et d'angoisse face à l'avenir. Fille aînée, Marie-Sophie ressentait souvent le poids du réconfort envers ses jeunes frères et sœurs, tandis qu'elle-même luttait contre la peur d'une famille brisée. Cette tristesse la suivit tout au long de sa vie d'adulte, imprégnant chacune de ses décisions. Lorsqu'elle s'est inscrite en classe préparatoire littéraire au lycée Pierre de Fermat de Toulouse en 1995, puis a obtenu une licence de lettres à l'Université du Mirail, elle a souvent trouvé du réconfort dans les pages de livres où des personnages solitaires reflétaient sa propre douleur. Elle se souvient des soirées à Perpignan, assise près de la fenêtre face à la Méditerranée, se demandant comment la vie avait pu changer si vite et si elle parviendrait un jour à réparer les morceaux de sa famille brisée. Le divorce l'a non seulement laissée sans stabilité, mais a également fait naître en elle une peur de l'isolement, une peur qu'elle a transformée en force dans son métier de journaliste, cherchant à créer du lien avec son public à travers des histoires de perte et d'espoir. Dans une interview accordée à TV Grande Chaîne en 2021, elle confiait « Cette tristesse m'a appris que les familles ne sont pas toujours parfaites, mais que l'amour peut tout guérir. Mais derrière ce sourire professionnel se cachaient des larmes silencieuses que seuls ses proches connaissaient. De plus, cette profonde tristesse était aggravée par les difficultés financières du divorce. Sa mère, commerçante, peinait à nourrir ses 3 enfants, et Marie-Sophie, adolescente, commença à faire des petits boulots, comme c'est aider au marché local ou livrer les journaux au petit matin. À cette époque, elle se levait avant l'aube et parcourait à vélo les rues tranquilles de Perpignan, portant non seulement le journal, mais aussi le souci du dîner familial. Elle se souvient des moments où sa mère rentrait tard, le regard fatigué mais essayant encore de sourire, et comment cela lui a inculqué la valeur de la résilience. Cette tristesse ne concernait pas seulement la séparation, mais aussi le sentiment d'impuissance face à des difficultés qu'un enfant ne peut maîtriser. Cela a façonné la sensibilité de Marie-Sophie Lacaro aux histoires des autres, notamment celles des mères célibataires et des familles en difficulté qu'elle publiait souvent dans sa newsletter. Plus tard dans sa carrière, lorsqu'elle animait 13 heures sur TF1, elle accordait toujours une place aux histoires locales, comme pour honorer la tristesse silencieuse qu'elle avait éprouvée. Et cette tristesse ne s'estompa pas avec le temps.
Elle devint partie intégrante de son identité. Lorsqu'elle débuta sa carrière à France 3 Quercy Rouergue en 2000, comme rédactrice en chef, elle pensait souvent à ses parents, se demandant si le journalisme pouvait être un moyen de recoller les morceaux. Ses premiers reportages, pendant les vacances de Noël 2005, à France 3 Midi-Pyrénées, portaient le souffle de cette tristesse, avec des reportages sur des communautés locales en difficulté après les changements sociaux. Elle avoua un jour dans un essai personnel: « Chaque fois que je lis l'histoire d'une famille brisée, je vois l'ombre de moi-même. » Ce qui fit d'elle une journaliste qui non seulement rapportait, mais aussi ressentait une profonde empathie. Cette plus grande tristesse, bien que douloureuse, était le feu qui la poussait en avant, transformant ses larmes d'enfance en lignes puissantes sur l'écran. La triste fin de Marie-Sophie Lacaro, si l'on devait imaginer le jour de son départ, serait un moment qui plongerait des millions de téléspectateurs français dans un profond regret. Imaginez un après-midi sombre à Villefranche de Rouergue, où les collines de l'Aveyron sont enveloppées d'une légère brume et où les cloches de l'église résonnent comme un chant funèbre. Ces funérailles, célébrées à l'église locale où elle avait assisté aux offices durant son enfance, attireraient non seulement sa famille et ses amis, mais aussi des milliers de fans venus du monde entier, portant des fleurs de lavande, symbole de sa patrie méridionale. Son cercueil, drapé d'un drap de soie blanc, orné du logo de TF1, serait transporté dans des rues familières, où les habitants se tiendraient en silence, murmureraient des prières et se souviendraient de sa voix chaleureuse au journal télévisé. Ces funérailles ne représentent pas seulement la perte d'une journaliste, mais celle d'une femme devenue la compagne de millions de familles françaises, à travers les journaux télévisés de 13 heures qu'elle présentait avec sincérité et intimité. Le chagrin ressenti lors de ces scènes sera une vague qui se propagera des proches au public lointain. Son mari, Pierre Bascoul, qui l'accompagne depuis 2006, se tiendra près du cercueil, les yeux rougis, se remémorant les matinées passées ensemble à préparer le café dans leur petit appartement parisien, ou les retours dans leur ville natale d'Aurillac-sur-Vendinelle où ils se sont mariés. Pierre, producteur de documentaires pour la société Nolita Prod, lui fera ses adieux d'une voix tremblante, racontant comment Marie-Sophie a su concilier sa carrière bien remplie avec son rôle de mère et d'épouse, rentrant toujours à la maison avec le sourire, malgré une longue journée de tournage. Ses deux fils, Malo et Tim, désormais adultes, resteront là, emplis de la douleur de leur disparition soudaine, se remémorant les soirées où leur mère chantait des berceuses avec son chaleureux accent du Sud, ou les moments où elle les emmenait sur les marchés locaux pour filmer les informations, transformant leur travail en souvenirs heureux. Malo, le fils aîné, prononcera probablement un bref éloge funèbre, évoquant la valeur de la résilience inculquée par sa mère, inspirée par son propre parcours de Perpignan à Paris. Le public qui l'a suivi de ses débuts à France 3 jusqu'à son apogée à TF1 exprimera son chagrin sur les réseaux sociaux, partageant d'anciens extraits de ses journaux télévisés où elle souriait et présentait « votre plus beau marché » ou des témoignages touchants sur la communauté.
Certains se sentiront profondément coupables de ne pas avoir dit merci à temps, tandis que d'autres organiseront des hommages nationaux, allant de la rediffusion du journal dans les cafés locaux à des collectes de fonds pour des associations caritatives qu'elle a soutenues, comme la campagne contre le cancer 2025. L'héritage de Marie-Sophie est inestimable, de la pérennité du journal de 13 heures, qui a atteint plus de 6 millions de téléspectateurs lors de son lancement en 2021, à sa contribution au journalisme régional, où elle a porté la voix du sud de la France dans le monde. Ses funérailles, aussi déchirantes soient-elles, rappelleront que sa vie, malgré ses chagrins, fut un voyage de lumière, touchant le cœur de millions de personnes à travers les histoires qu'elle a racontées. L'incident qui a changé la vie de Marie-Sophie Lacaro s'est produit fin 2021. Elle s'est retirée brutalement du journal télévisé de 13 heures de TF1 en raison d'une infection oculaire rare et grave. Ce fut un moment inattendu, quelques mois seulement, après avoir officiellement hérité du rôle du légendaire Jean-Pierre Pernaut en janvier 2021, alors que les téléspectateurs commençaient à s'habituer à son accent chaleureux du Sud et à son style accessible. Cette infection n'était pas seulement un problème de santé physique, mais aussi un immense défi psychologique, la laissant hospitalisée et au repos pendant des semaines, confrontée à la peur de perdre la vue, la peur de tout journaliste qui a besoin de détails et de clarté. Elle se souvient de ses premiers jours à l'hôpital, où la faible luminosité et la douleur atroce l'empêchaient de lire un script ou même de regarder l'écran, et comment cela l'a forcée à s'arrêter, pour la première fois dans sa carrière bien remplie, pour réfléchir à la vie. Cet incident a non seulement bouleversé son emploi du temps, mais a aussi changé sa vision d'elle-même et de sa carrière. Auparavant, Marie-Sophie était habituée à un rythme effréné. Se lever à 4 heures du matin pour préparer le journal, prendre l'avion entre Paris et les lieux de tournage, et rentrer tard pour passer du temps avec Pierre et ses 2 fils. Mais une infection oculaire l'a forcée à ralentir le rythme, allongée dans l'obscurité de sa chambre d'hôpital, écoutant les enregistrements de ses propres journaux télévisés et se demandant si elle y retournerait un jour. C'est alors qu'elle a pris conscience de la fragilité de sa santé, surtout dans un métier qui exige une perfection constante. Elle a commencé à pratiquer davantage le yoga, un hobby qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Journée internationale du yoga, afin de retrouver son équilibre. L'incident a également suscité un élan de soutien de la part des téléspectateurs, avec des milliers de messages d'amour et d'attention envoyés à TF1, qui l'ont ému aux larmes en les lisant depuis son lit d'hôpital. De plus, cet incident a changé sa façon d'aborder le travail. À son retour début 2022, Marie-Sophie était non seulement en meilleure santé, mais aussi plus réfléchie, couvrant régulièrement des sujets de santé publique, comme la sensibilisation aux infections rares ou l'importance du repos. Cela lui a appris des leçons de résilience, similaires à celles du divorce de ses parents, et comment les défis personnels peuvent être une source d'inspiration pour les autres. Dans une interview accordée à TV Mag en 2025, elle confiait
Cet incident m'a rappelé que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, mais qu'elle peut vous rendre plus fort, si vous la laissez vous enseigner. Depuis, elle a trouvé un meilleur équilibre entre travail et famille, passant plus de temps avec Pierre et ses enfants, et participant même à des campagnes de sensibilisation à la santé oculaire, transformant sa douleur personnelle en contribution sociale. L'amour et le mariage de Marie-Sophie Lacaro constituent un beau chapitre, empreint de soutien mutuel, mais non dénué de la tristesse des sacrifices silencieux. Elle a rencontré Pierre Bascoul, réalisateur de documentaires et fondateur de Nolita Prod, en 2005, lors de leur collaboration sur un projet télévisé où il était le monteur post-production de ses reportages. Ce fut une rencontre décisive. Pierre fut séduit par son intelligence vive et son sourire méridional, tandis que Marie-Sophie trouva en lui la stabilité et la compréhension dont elle avait tant besoin après une enfance tumultueuse. Ils se marièrent le 12 août 2006 à Aurillac-sur-Vendinelle, un petit village paisible du Tarn-et-Garonne, lors d'une cérémonie familiale simple, avec des plats locaux comme le cassoulet et le vin rouge, reflétant leur amour commun pour la vie au plus près de la nature. Leur mariage fut un témoignage de patience. Pierre faisait fréquemment la navette entre Toulouse et Paris pour poursuivre la carrière de sa femme, et Marie-Sophie privilégiait toujours le temps passé en famille, malgré son emploi du temps chargé.